J'ai un peu 20 ans de digital dans les pattes. J'ai travaillé pendant 14 ans dans le groupe France Télécom, qui est devenu Orange. Et donc, j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal d'entreprises que j'ai pu croiser dans la zone d'exposition. J'ai eu des fonctions techniques, très longuement, mais aussi la responsabilité pendant quelques années du marché entreprise, ce qui m'a conduit à être confronté à tous les besoins numériques des entreprises qui découvraient soit une concurrence qui venait du web, soit des opportunités de réduction de coûts qui venaient de la technologie, soit des transformations de comportements clients qui venaient de leur usage, de la mobilité, de nouveaux outils, d'objets connectés, etc. Et donc c'est un sujet qui me passionne. Et je crois que passer de l'autre côté du miroir, ce que j'ai fait en 2014, c'est-à-dire passer du côté des usages et d'un secteur dans lequel, qui est à la fois un secteur de service, mais aussi un secteur qui est profondément confronté à la manière dont les clients changent leur comportement, qui est le secteur de l'hôtellerie, ça a été une étape très importante pour moi. Alors, vous avez annoncé fin 2014 une transformation digitale avec, comme dit Gérard encore une fois, beaucoup de sous, à savoir 225 millions. Bon, vous savez, c'est le prix de quelques beaux hôtels. Hein, donc, ça ne veut pas dire que le secteur est si riche que ça, bien au contraire. Contrairement à ce que dit Gérard, en fait, c'est quelque chose d'assez inhabituel pour le secteur hôtelier et on s'est fait un peu peur, je vous avoue tout. Parce que le secteur hôtelier n'est pas habitué en tant que tel à mettre un investissement sur des sujets qui sont plutôt technologiques. Autant il est habitué à l'économie de l'hôtellerie qui est la construction, la rénovation, la décoration des hôtels, les coûts liés au fait d'avoir des équipes, de produire le service au quotidien. Autant la dépense informatique n'était pas tellement un sujet fort dans l'hôtellerie, c'était vu un peu comme une condition de fonctionnement. Donc on a des systèmes pour remonter les chiffres, pour remonter la performance, on a un système de réservation, mais se dire qu'on est proactif sur la technologie, pas forcément. Il y avait bien l'équipement du Wi-Fi dans les chambres d'hôtel, mais au-delà de ça, c'est pas un secteur qui jusque-là était si intensif que ça en dépenses techno. Si je reprends les ratios traditionnels, une entreprise en moyennée, c'est 1,9% du chiffre d'affaires qui passe en IT enfin disons IT et réseau. L'hôtellerie était à peu près dans ces montants-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que le secteur du voyage et de l'hôtellerie a été très confronté au digital. Pourquoi? Parce que depuis une dizaine d'années, on a vu émerger des acteurs purs digitaux qui sont très présents dans ce secteur. Je pense à la première vague, et la première vague, c'est les agences en ligne. Les agences en ligne, elles dépensent des fortunes pour avoir des outils web, des outils mobiles, des plateformes, du big data qui leur permet de gérer très efficacement une seule petite mais cruciale étape du parcours client qui est le moment où le client achète, ou achète et réserve. Et donc, un secteur hôtelier qui dépensait finalement un peu comme tous les secteurs en termes d'informatique se retrouve confronté sur un bout de process, sur une partie de sa chaîne de valeur, avec des gens qui, eux, n'ont pas d'état d'âme à dépenser 20-30% de leur chiffre d'affaires en informatique. Et je crois que quand on prend la mesure de ça, on se dit effectivement, si on veut reprendre un peu le contrôle de notre commercialisation, il faut qu'on se dote d'outils un peu équivalents, ou en tout cas au moins aussi forts, notamment pour les clients qui nous connaissent. Et donc, entre les comparateurs, les modes d'hébergement alternatifs, les agences en ligne, il y a un certain nombre d'acteurs numériques qui, eux, forcément, dépensent de l'argent dans le numérique. Et donc, peut-être le premier facteur clé d'un plan digital dans une société qui n'est pas née dans le numérique, comme l'est Accor, hein, c'est aussi de faire face à la situation, qui est de se dire que ça coûte de l'argent, mais qu'il faut s'y coller. C'est vrai. Alors, les 2 jours ont été sous le signe du mobile, fer de lance de la Customer Experience. Que représente pour vous, justement, d'une part, cette Customer Experience et quelle place vous donnez au mobile? Alors, vous savez, le mobile, dans le secteur du voyage, il prend une place croissante pour une raison assez évidente. C'est que quand on est en voyage, on est un peu loin de son bureau, du PC fixe, du PC traditionnel, et on est très souvent connecté avec son environnement personnel par un mobile ou par une tablette. C'est banal de le dire, mais c'est vrai que quand on voyage, le mobile, c'est
plus souvent l'outil qu'on a dans la poche et à sa proximité. Deuxième chose, tous les comportements d'utilisateurs se reportent, tout secteur confondu, vers le mobile. Tout l'e-commerce se mobilise et donc les clients en prennent l'habitude et année après année, acteurs de l'e-commerce après acteurs de l'e-commerce, on voit les mêmes chiffres, les mêmes tendances. Le transport local, ou si vous prenez le transport ferroviaire, la proportion de transactions sur mobile est en croissance exponentielle. Pour nous, c'est pareil. Aujourd'hui, le mobile, c'est 12% de nos ventes en ligne, avec une pente de 100%. Ce qui veut dire que l'année prochaine, je pense qu'on ne sera pas loin de 20% de nos ventes en ligne. Et qu'à l'horizon du plan digital de 225 millions sur 5 ans qu'on a annoncé, on sera au moins la moitié. Et ça, c'est certain. C'est certain parce que les clients prennent l'habitude de deux choses. D'une part, de consulter sur tablette. Ils peuvent éventuellement avoir un acte d'achat qui est multi-écran. J'imagine que ça a dû être pas mal évoqué ces 2 derniers jours. Il est multi-écran. Il y a consultation sur certains formats, consultation et réservation sur d'autres formats, notamment à d'autres heures du jour. Cette courbe qui montre l'usage du mobile, de la tablette et du PC en fonction des heures, on la connaît tous un peu et on voit bien que ces courbes se complètent en fonction du moment de la journée. Dans le voyage, il y a un peu plus de mobile en moyenne. Alors, donc le mobile, canal croissant en valeur, canal croissant en volume, et puis, caractéristique particulière pour nous, aussi un canal extrêmement efficace en conversion. Pourquoi? Pour une raison, il faut encore, on est dans le ras des pâquerettes, mais c'est pourtant vrai. Quand on est à J-2, souvent on est déjà parti de chez soi. Si on n'a pas son hôtel, et de plus en plus de gens n'ont pas réservé l'hôtel à J-2 quand ils arrivent sur site, si ce n'est pas une période de forte affluence, par contre, à J-2, il est quand même temps de se préoccuper de savoir où on va dormir après-demain soir ou demain soir. Donc ça commence à devenir chaud. Donc si sur le mobile, vous trouvez un logement, une chambre, avec un niveau de qualité et un niveau de prix qui vous convient, bah, quelque part, l'appli mobile, elle ferme la vente beaucoup plus vite. Donc on arrive avec des taux de conversion sur mobile à J-2 qui peuvent dépasser les 40 à 45%. Sur accorhotel.com, c'est-à-dire sur une seule chaîne. Et non pas un catalogue d'hôtels comme Booking qui a 500 000 hôtels. Donc vous le voyez, c'est un canal qui est plus pertinent et qui, sur certaines fenêtres, est particulièrement efficace. Et ça, je crois que c'est aussi une force, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parcours client efficace sur mobile est en fait un moyen de renforcer Quand vous êtes une marque de confiance, cela vous permet une certaine fluidité de la relation commerciale. Effectivement, ça rejoint ce que disait hier McKinsey, Eric Hazan, dans le sens où, dans les chiffres qu'il nous a présentés, il expliquait que 65% des réservations faites le jour, la veille, en fait, étaient faites à travers le smartphone. Donc ça rejoint exactement. Vous êtes déjà parti. Voilà. Donc effectivement, vous êtes en phase. Dans ce fameux parcours de clients, de plus en plus, les acteurs dans le tourisme se positionnent bien en amont. Ils veulent être avant, pendant et après. Comment est-ce que ce parcours chez vous, ça se traduit? Ça a été justement le fil conducteur de cette transformation digitale. C'est comme ça qu'on est rentré dans l'histoire de notre plan digital, de qu'est-ce qu'on va faire, de comment on va le produire. On s'est dit, bon, l'hôtellerie, traditionnellement, pendant 40 ans, a été focalisée sur une chose, le produit. Et à bon droit, hein, c'est totalement logique. Le produit, c'est le produit hôtelier, c'est-à-dire l'expérience du client du check-in au check-out. Donc dans la période contrôlée par l'hôtel, hein, en grande proportion. Donc si votre client, vous l'accueillez avec le sourire, que sa chambre est bien, que le confort est satisfaisant et que son expérience est plaisante de son check-in à son check-out, en gros, vous avez fait le boulot. Vous vous dites, il ne peut pas m'arriver grand-chose de mal. C'est faux. C'est devenu faux avec le numérique, puisque en amont du parcours client, l'étape de réservation est devenue un champ de bataille, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est devenu un champ de bataille au sens où d'autres canaux, des recommandations, des agences peuvent d'abord décider d'aiguiller le client vers un hôtel ou un autre. Donc le client, vous ne le voyez plus, le produit n'a plus le temps de s'exprimer puisqu'il n'est pas confronté au client. Ou encore de prélever une commission, des coûts, et donc cette partie-là du parcours se renchérit. Donc être présent très en amont, c'est vraiment une démarche. Donc on a dessiné le parcours, et on s'est dit, bon, bah, avant que le client soit dans l'hôtel,
tellement de moyens d'être en contact avec le client que le digital. Puisqu'il n'est pas chez nous, on n'a pas du personnel en face du client, mais en revanche, les outils digitaux nous permettent de créer ce lien en amont. Et donc, du coup, le plan digital comprend un certain nombre d'initiatives qui sont ciblées étape par étape du parcours et qui visent à améliorer l'expérience à chaque étape. Si je vous prends la toute première, qui est vraiment la préparation du voyage et la sélection du site, mais ça commence par des choses très simples. Ça commence par le fait que vous ne pouvez pas laisser une photo moche de votre hôtel en ligne. Vous mettiez un catalogue, il y avait une adresse et un numéro de téléphone, ça suffisait dans autant jadis. Aujourd'hui, la bataille, elle se joue sur commentaires, elle se joue sur photos, elle se joue sur vidéos, elle se joue sur qualité du descriptif, elle se joue sur richesse de la description de l'environnement de l'hôtel pour se dire oui, c'est pas mal, je suis à 2 pas d'un musée, à 3 pas d'un parc. Et donc, tout ce qui est production du contenu descriptif de l'hôtel, on a monté 2 à 3 étages. On a refait l'an dernier 2500 shootings de photos, parce que certes il y a les photos auto-générées par les clients, mais à côté il est normal et logique que l'hôtel prenne parole aussi pour exposer son produit. Donc ça c'est sur la phase de rêve. Je vous prends l'autre extrême, je ne vais pas vous les faire tous parce que le parcours client de l'hôtelier, ça pourrait... Voilà, là, après vous pouvez prendre une chambre d'hôtel ce soir ici parce que vous n'allez pas pouvoir attraper votre bus pour rentrer à Paris. Mais en revanche, je vous prends l'autre extrême qui est le retour. On a pris un principe assez simple qu'on explique opérationnellement aussi, puisque la transformation, elle se joue dans les hôtels. On s'est dit une chose très simple, le client vous dit quelque chose, la moindre des politesses, c'est de ne pas lui faire répéter. Donc, ça s'applique évidemment au check-in, au sens où s'il nous a déjà donné carte de crédit, adresse, etc., il faut que les applis, les outils, etc., les retiennent. Mais ça se joue surtout après le séjour ou pendant le séjour, parce que quand un client vous donne un feedback, ce qui est le cas, sur TripAdvisor, on a énormément de feedback. Sur nos sondages de satisfaction, on a plus de 10% de réponses, ce qui, honnêtement, laisse assez rêveur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a un produit qui ne laisse pas indifférent. Quelqu'un qui dort dans un hôtel, on a une certaine propension à donner son avis et à le partager avec soit sa communauté, soit avec le grand public, parce qu'on estime que c'est un sujet intéressant de se dire, bon, j'ai eu une bonne expérience, telle ou telle personne a été accueillante, ou alors, au contraire, il y avait trop de bruit, les murs étaient en papier, et puis les salles de bain n'étaient pas propres. Donc les gens le disent, ils l'écrivent, ils le mettent en ligne. On a mis en place une plateforme, Voice of Guest, qui collecte les différents types de feedback. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère les sondages, bien sûr, donc c'est d'abord une plateforme de gestion de sondages, avec l'idée, une fois à nouveau, qu'on ne fait pas remplir un sondage avec des champs répétitifs. C'est-à-dire que si on vous a déjà demandé si vous aimiez les chambres en haut ou les chambres en bas, si vous aimiez être près ou loin de l'ascenseur, la deuxième fois qu'on vous pose le même sondage, on va éviter de vous reposer les mêmes questions. Et en revanche, on va peut-être insister davantage sur d'autres sujets. Ça, c'est les sondages classiques. Deuxième volet, c'est de collecter tous les avis qui sortent sur les sites de comparaison pour pouvoir aussi les rattacher au séjour. Et puis à l'hôtel. Puis troisième chose, on regarde aussi sur les réseaux sociaux parce que de manière entre guillemets non structurée, donc directement sur Twitter, sur Facebook, sur d'autres, ou sur Instagram quand il s'agit de photos, on va avoir des feedbacks indirects ou directs qui font référence à l'hôtel, qui font référence au séjour et qui sont émis par le client. On met tout ça ensemble et tous les matins, les hôtels reçoivent cette information et ça leur permet une boucle très courte de rétroaction. Parce que ça peut être des choses, effectivement, des choses à modifier sur le fond. Ça peut être des postures à retravailler, ça peut être des problèmes temporaires liés aux travaux dans la rue, mais ça peut être aussi le fait que la clim fait vraiment trop de bruit et qu'il est vraiment temps d'appeler le réparateur pour prendre les choses les plus simples à la portée de l'hôtel. Mais plus généralement, ça nous donne aussi un insight, une vue sur les attentes du client, ce que nous rentre dans notre CRM pour pouvoir adapter notre accueil pour les séjours suivants. Et ça fait partie de ces grands chantiers qu'on met en place. Et là, c'est une vraie transition par rapport à cette fameuse polémique autour de la vie privée, parce que si je reboucle avec le mobile, on sait qu'il devient de plus en plus le point de contact prioritaire, et que de fait, c'est un moyen de collecter de la data encore plus facilement, puisque les gens étant en relation presque intime avec cet outil, avec ce mobile, ce device, finalement, ils acceptent de communiquer. J'ai des acteurs effectivement qui avaient témoigné que près de 70% de leurs comptes clients s'étaient ouverts à travers le mobile. Tout ça pour dire qu'effectivement se pose la question de la data. Qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous réussissez? Alors vous nous expliquiez, vous arrivez à partager une connaissance client pour
les hôtels, donc les réceptions en l'occurrence, mais au-delà de ça, partager au sein du groupe, puisque vous êtes multimarque? Alors, le partage, oui. Pourquoi? Parce qu'on a constaté une chose, c'est que moi, il y a plus que 20% de nos clients qui sont mono-hôtels, plus que 30 ou 40% de nos clients qui sont mono-segments. Ce qui veut dire que le client, il est divers. Ça veut dire que la semaine, il va peut-être, pour le travail, dormir dans un Ibis parce qu'il doit faire une visite de chantier ou de bureau. Et le week-end, prendre un week-end dans un Pullman, un Novotel ou un Sofitel parce qu'il a envie de passer un bon week-end. Ou le contraire, il est dans une entreprise dont la politique voyage lui permet d'être dans des hôtels haut de gamme. Mais par contre, quand il est en vacances, il cherche quelque chose de simple et d'efficace comme nos marques économiques. Donc le client, il est multisegment. Et donc le client il ne nous dit pas, j'ai dit à Sofitel ça, mais je ne voulais pas le dire à d'autres hôtels. Il attend un service qui est relativement équivalent. Donc le partage au sein du groupe, parmi les 3600 hôtels du groupe, ça c'est quelque chose de logique. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout partager et partager n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la donnée qui est personnelle, parce que on a des informations sur lesquelles le client n'a pas envie de partager. Donc on ne rentre pas dans du profiling très détaillé où les gens écrivent des monographies sur les clients, sur leur comportement, leurs habitudes, leurs préférences, etc. dans des niveaux d'indiscrétion. Et c'est fait partie de la formation et du training, mais on le surveille, et on le modère. Et puis surtout, on a des politiques assez fermes. D'abord sur les sites e-commerce, je crois que ça commence à se cadrer vraiment sérieusement. La réglementation CNIL, qui de mon point de vue est excessive en termes de croisement de base quand ça peut servir le client, reste quand même je dirais un garde-fou tout à fait efficace. Et plus généralement, on a fait travailler les hôteliers, c'est-à-dire nos exploitants, hein, les personnes qui sont sur le terrain, et nos équipes centrales pour être sûr de se dire qu'est-ce qu'on a le droit de partager, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de partager, qu'est-ce qu'on met dans la base, qu'est-ce qu'on ne met pas dans la base. Et il y a des zones qui ne sont absolument pas des zones de vie privée sur lesquelles on ne va absolument pas. Parce que justement, on est dans un métier qui est déjà quand quelqu'un loge à l'hôtel, ça fait partie de ses déplacements privés ou professionnels, mais en tout cas de son champ personnel. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté qu'à travers, en tout cas, les supports mobiles, vous réussissez à collecter davantage d'informations sur vos clients? On a un sujet, quand on prend les zones les plus indiscrètes de la vie mobile, ce sont plutôt celles qui sont gérées par les exploitants de systèmes d'information ou par les grandes plateformes de communication, parce qu'elles connectent ça à votre graphe social. Si vous allez là, vous pouvez rentrer dans des choses relativement indiscrètes. Il n'y a qu'un cas où on le fait vraiment en opt-in, c'est-à-dire d'accéder à votre réseau social Facebook, c'est dans le cas de l'appli Wipolo. Mais c'est justement une fonction de l'appli Wipolo, qui est une société que nous avons rachetée, où vous pouvez partager avec une partie de vos contacts Facebook, et uniquement si vous le choisissez, et de manière nominative, hein, en cochant les noms, vous pouvez partager vos futurs voyages. Ce qui peut être marrant parce que ça veut dire que par surprise, vous allez découvrir que vous allez au même endroit que quelqu'un d'autre, au même moment, et que vous allez pouvoir retrouver vos amis. Mais c'est du très dominatif, très proactif, très choisi. L'autre technologie qu'on pourrait utiliser, c'est effectivement pour connecter le lien en multicanal. On en parlait tout à l'heure, les OS, Google, Facebook sont capables de faire un lien entre une consultation PC, une consultation tablette, une consultation mobile, dès lors que le client est plus ou moins authentifié. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet de maintenir le lien et le dialogue, mais on s'arrête là, on ne va pas aller chercher dans le profil beaucoup plus profond parce qu'à un moment donné, ça commence à devenir un petit peu excessif. Vous parliez tout à l'heure d'un fameux champ de bataille pour nous, les consommateurs, quand on doit aller chercher un hôtel, mais inversement, vous, en matière d'acquisition, ça devient de plus en plus complexe. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui, et on l'a vu aussi à travers les campagnes de pub que vous faites, vous mettez en avant le portail maintenant, votre volonté, c'est peut-être de contrer les gros acteurs, les géants, on ne va pas les citer ou on les cite? Je vous laisse les citer, les TripAdvisor et les Booking. C'est Booking et Expedia, hein, voilà, vous savez, Expedia. pour les agences en ligne, c'est Booking et Expedia, c'est 90% du marché, ou quasiment, à coût d'acquisition et à coût de croissance. Leur modèle économique est très simple, ils acquièrent beaucoup de mots-clés sur Google, ce qui augmente les prix. Ils dépensent beaucoup en technologie et c'est très respectable, ils font des sites qui sont puissants, des applis qui sont innovantes, ils ont un catalogue de services qui est intéressant, et puis ils ont une force de vente qui va prospecter les hôtels et les logements, et ils ont un catalogue très large. Donc effectivement, ils ont une proposition de valeur vers le client qui est de grande qualité. Là-dessus, ils nous apportent des clients que nous ne pourrions pas toucher
directement, même avec la puissance du site accorhotel.com, qui certes présent dans 23 pays, on a des points de vente dans plein de géographies, la capacité d'accepter des devises, et des cartes de toute nature. On achète des mots-clés de destination pour les destinations de nos hôtels, mais la terre est vaste. Et puis, quand il s'agit d'aller promouvoir des hôtels à Paris pour des hommes d'affaires de Minneapolis, moi, je ne sais pas acheter des mots-clés super ciblés pour attraper tous les hommes d'affaires de toutes les villes des États-Unis, par exemple. Alors, comment vous faites pour contrer? Et donc là, on est ravis d'avoir des acteurs comme les acteurs des agences en ligne, qui représentent une partie importante et croissante de notre business. Mais par contre, c'est notre boulot de veiller à deux choses. D'une part, à ce qu'un client qui connaît nos marques nous trouve directement, qu'il ne soit pas obligé de passer par Booking pour trouver un Novotel. Et donc, on veille à être suffisamment bien présent pour être rapidement visible pour la promotion des marques de notre groupe, mais aussi de l'ensemble de nos destinations. Donc déjà, pour un client qui connaît nos marques, on veut être aux premières loges. Il n'y a pas de raison de passer par une agence en ligne, d'autant qu'il n'y a pas d'avantage de prix, au contraire, dans la mesure où la carte de fidélité, les points de fidélité ne sont pas octroyés sur les agences en ligne. Et puis d'autre part, on continue à promouvoir notre site en achetant nous aussi des mots-clés, en ayant une politique d'emailing ciblé avec des outils de personnalisation un peu costauds, en ayant aussi un certain nombre de promotions, en ayant toute une activité commerciale d'animation de notre site d'e-commerce qui fait que notre site d'e-commerce a une croissance de 16% cette année. Je ne vous parle que du site web, puisque comme je vous le disais, le site mobile, lui, a une croissance de 100%. Donc on a tout à fait la place. Se faire connaître du client quand on a 3600 hôtels sur Terre et qu'on en ouvre 2 par jour, ça reste faisable. Notre souhait, c'est d'avoir notre capacité à attirer des nouveaux clients et aussi de servir les clients qui nous connaissent déjà, notamment nos clients fidélisés. Et donc pour ça, on doit continuer à investir pour avoir un outil web qui est au niveau de performance. On a gagné les Travel d'Or cette semaine, donc accorhotel.com noté comme meilleur site de voyage pour cette année par cet award, par cette reconnaissance. Ça veut bien dire qu'on est dans la course, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépositionné que technologiquement, que du point de vue des requêtes, du point de vue de l'expérience client et du confort. On est tout à fait capable d'être dans ce marché-là. Pour autant, c'est une évidence, il y a quand même malgré tout une guerre des prix. Et donc un client qui est un client Accor va malgré tout aller interroger des comparateurs et peut-être être infidèle et passer par être attiré par le prix justement le moins cher. Alors, il y a une réalité aujourd'hui, mais c'est un sujet extrême qui pourrait paraître polémique puisqu'il y a plusieurs procédures en cours dans différents pays d'Europe, notamment auprès de l'autorité de la concurrence française. Le Bundeskartellamt, qui est l'autorité de régulation allemande, se sont penchés beaucoup sur les questions, sur les clauses qu'imposent les agences en ligne, et notamment une clause, je ne vais pas rentrer là-dessus davantage ensuite parce que le sujet est face à la justice, donc c'est un sujet qui est en cours, mais les agences en ligne demandent la parité tarifaire, ce qui veut dire que vous ne pouvez aujourd'hui par contrat, le prix sur une agence en ligne, c'est le même que le prix sur le site direct. Les clients n'en sont pas conscients, parce que les agences en ligne marquent meilleur prix garanti. Tant que vous avez la parité tarifaire, vous pouvez garantir le meilleur prix. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, moins cher. Ça veut dire qu'il est aussi bon que tous les autres. Les clients ont cette perception, comme le marché est actif, qu'il y a besoin de faire ses courses un peu partout. La réalité, c'est que les prix sont, pour l'instant, et on verra comment ça évolue avec le temps, ils sont largement contraints. Donc, le client se promène, vous le regarderez, vous pourrez faire l'expérience sur un comparateur. Dans la plupart des cas, sur un hôtel donné, sur une journée donnée, il y a très très peu de variance entre les différents canaux. Donc la concurrence ne se fait pas sur le prix, elle se fait quasi exclusivement sur l'expérience client et sur l'acquisition. Parlons un peu d'organisation, de process. Clairement, toute cette transformation, elle va se faire aussi avec les hommes, bien entendu. Comment est-ce que ça va se mettre en place chez vous? Est-ce que, avec l'impact du digital, du numérique au sens large, ça impose ou ça révèle des nouveaux métiers, des nouveaux besoins? Alors, il y a déjà eu changement d'organisation. Il y a déjà eu pas mal de nouveaux métiers qui sont apparus avec la data principalement. C'est ce qu'on appelle le revenue management, le fait de prévoir, d'organiser sa commercialisation, d'ouvrir des tarifs et des chambres sur les réseaux, tiers, comme que sont les agences en ligne.
On a eu un certain nombre de nouvelles technologies à introduire dans les chambres, dans le produit hôtelier. Donc tout ça existe déjà depuis un moment. Mais les étapes de transformation digitale dans l'entreprise qui sont devant nous sont bien plus significatives. Je vais prendre l'exemple du projet Welcome qu'on a mené, qu'on a déployé dans déjà plus de 1000 hôtels à la fin de l'année dernière, et on doit être à 1200, 1300 aujourd'hui. C'est un projet d'e-check-in et d'e-check-out. Vous savez, une des interactions principales du client avec l'hôtel, c'est quand même le check-in et le check-out. C'est l'arrivée et c'est le départ. Donc quand on change ce geste et la scénarisation de ce process, qui est complètement central dans la vie de l'hôtel, ben on change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu enlever les formalités administratives. Vous arrivez à l'hôtel, en général, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans la plupart des pays où il y a des fiches de police, on vous demande votre pièce d'identité, et puis on vous demande une carte de crédit. Pas très excitant comme accueil, hein, ça fait un peu formalité administrative. Le premier contact que vous avez avec l'hôtel, en général, c'est l'arrière d'un écran d'ordinateur et il y a quelqu'un qui tape votre nom et qui rentre votre carte dans une machine. Ce n'est pas vraiment le summum de l'accueil hôtelier. Le fait que le check-in en ligne permette aux clients d'accomplir ces étapes au préalable, et c'est plébiscité, hein, 92% de nos clients qui ont fait le check-in en ligne nous disent « je referai ça la prochaine fois », ça simplifie quand même la vie, nous a permis de ne pas annuler, de ne pas dévitaliser l'acte de réception. La réception a votre clé prête, elle vous a envoyé un message vous disant « nous vous attendons », elle vous amène la clé, elle vous dit dans quelle chambre vous serez, et elle a la place et le temps pour repartir dans un dialogue qui est plus sur qu'est-ce que vous voulez faire autour, savez-vous quels sont les restaurants qu'il y a dans le coin, quelles sont les visites que vous voulez faire, à quelle heure partez-vous demain matin, est-ce qu'on peut vous commander un taxi, toutes ces choses qui étaient mangées par la file d'attente à l'arrivée et la paperasse. Donc, mais ce geste, cette transformation, ce changement de posture qu'on a même symbolisé dans certains hôtels par le fait qu'on laissait l'accueil se faire non pas derrière le desk mais devant, tous ces changements-là, ce sont des changements qu'on a besoin d'accompagner dans le détail, d'accompagner à un niveau local et aussi d'adapter au contexte. Parce que dans certains hôtels, il n'empêche qu'il va falloir faire ça d'une certaine manière, dans d'autres cas, il va falloir organiser le processus d'une manière différente. Si je prends le check-out, sur le check-out, on n'a pas financé, le client a surtout envie de jeter sa clé et de partir et de recevoir sa facture par mail. Ce n'est pas le moment de... En général, le matin, on préfère ça. On préfère aller prendre un petit déjeuner que de faire la queue pour faire son check-out, en ayant peur de rater son taxi. Donc on a simplifié à l'extrême le check-out en envoyant une préfacture au milieu de la nuit par mail et en la confirmant tranquillement vers 11h ou midi quand le rush est passé. Ce geste-là, il allège la vie du desk. Nos équipes de réception nous disent « le matin, ce n'est plus un moment de stress parce qu'on a quand même une proportion de nos clients qui, eux, sont gérés automatiquement. » Ça pose d'autres questions, des questions opérationnelles simples, très concrètes, très radépâquerettes, mais qu'il faut traiter, qui sont que si vous faites un check-out au guichet, vous savez que la chambre est libre. Si c'est juste mettre une clé dans un bol ou partir comme ça, ça retarde toutes les étapes de remise en condition des chambres. Donc tout ça, ça paraît banal, mais c'est de la transformation opérationnelle détaillée qui est induite par le fait qu'on a changé grâce au digital la manière d'interagir avec le client. Et ça a des effets de bord sur beaucoup de choses. Ça a des effets de bord positifs. Si vous n'avez pas besoin de faire de check-out, peut-être que vous allez vous asseoir 10 minutes pour prendre un petit déj. Ce que vous n'auriez peut-être pas fait si vous étiez dit « ah mince, il faut que j'aille faire le check-out ». Donc vous gagnez en planification des petits déj. Mais dans le même temps, d'autres fonctions de l'hôtel sont impactées. Donc c'est un exemple, mais je voulais le rendre concret par quelque chose qui je pense, parle à peu près à tout le monde, tous ceux parmi vous qui ont dormi dans un hôtel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accompagnement de la transformation numérique, ce n'est pas juste « tenez, je vous envoie un webinar, il va y avoir ça sur l'appli, ça va être super, les clients vont avoir ça, plus une brochure ». C'est en général une appropriation avec des impacts opérationnels qui nécessitent un travail et un dialogue. Et quand vous l'imaginez sur 14 marques et dans 92 pays, ça vous donne une idée de l'ampleur de la transformation qu'on porte. Sur des sujets autour justement des applis, autour du mobile, et on en a beaucoup parlé pendant ces 2 jours aussi, on a à la fois des responsables métiers, mais aussi des responsables IT, avec parfois des enjeux partagés, mais parfois des enjeux non partagés. Là aussi, il y a une maturité à gagner. Comment est-ce que vous l'accompagnez au sein du groupe ? Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2014, je suis arrivé à un moment où Sébastien Bazin, qui venait de prendre ses fonctions et qui avait voulu placer le digital au cœur de la transformation de l'entreprise, avait fait le choix de rassembler sous un même management le marketing,
le digital, la vente et les systèmes d'information. Le résultat, il s'est dit, en gros, pour prendre l'expression vulgaire, en gros, il m'a dit, le chimpanzé est sur ton épaule. Maintenant, tu te débrouilles, tu as tous ces problèmes-là, donc tu as le droit de t'engueuler avec toi-même, mais je ne veux pas que ça vienne m'embêter, parce que de toute façon, toutes ces disciplines, toutes ces fonctions doivent contribuer, surtout dans une logique parcours client. Dans une logique parcours client, il n'y a pas de propriété. C'est pas le marketing qui est propriétaire d'une étape et la vente qui est propriétaire d'une autre. Certaines interviennent plus que d'autres, mais c'est quand même extrêmement transverse. Et donc, le plan digital qu'on a mené, ça a été une occasion de rendre ça concret, parce que ce qu'on a fait, on a fait 8 projets transverses, confiés à des acteurs de l'entreprise, mais qu'on a dotés d'un budget. Et dans le cadre de leur budget, ils peuvent demander des ressources à beaucoup de leurs collègues. Et donc, le développement des différents programmes du plan digital qu'on a lancé, il se fait structurellement en mode projet, il se fait en transversalité, il se fait en allant au travers des silos. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans une boîte standard, où on n'a pas mené cette évolution jusqu'au niveau opérationnel, typiquement, le DSI et le directeur marketing, ils peuvent collaborer sur des projets, mais ils se retrouvent surtout et avant tout au comité exécutif, porteurs des problématiques de l'ensemble de leur département d'une manière quasi institutionnelle. Plus l'entreprise est grande, plus ce portage du sujet est je dirais, amplifié par le fait qu'on a un département à défendre, on a des budgets à protéger, etc. Le fait qu'on soit passé beaucoup plus en transversalité, ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que dans l'équipe, le DSI et le directeur marketing et le directeur des ventes, ils se retrouvent plusieurs fois par jour sur des sujets particuliers parce qu'ils sont autour de comment on va faire ceci, et ils sont présents parce qu'ils ont besoin de contribuer et de co-construire des solutions qu'ils ont en partage. Et que la question de qui le paye, est-ce que je le paye, est-ce que tu le payes, dans la mesure où on a doté les budgets, les ressources par rapport aux objectifs, on est allé assez loin là-dessus, parce que j'avais toujours constaté que l'un des risques de la transversalité, c'était que quand on était sur un projet transverse, on pouvait passer 2 tiers de son temps à développer son projet, mais 1 tiers de son temps à quémander des ressources à ceux qui, eux, détenaient les budgets. Donc là, le fait de se dire, on leur donne les ressources, ils ont la capacité de solliciter les producteurs, les unités qui ont des ressources en propre ou des compétences, pour pouvoir avancer plus vite, ça enlève beaucoup de barrières. C'est une manière de travailler qui est efficace. C'est une manière de travailler qui redonne de l'autonomie, qui nous a conduit à avoir des petites équipes avec une mission, des ressources, des moyens et une capacité d'entraînement, et ça marche plutôt bien. Dernière question. Le mobile, finalement, il va améliorer l'expérience client encore jusqu'à... Qu'est-ce qu'on peut imaginer de nouveau dans cette fameuse expérience voyage, en ce qui vous concerne? Je crois que dans l'expérience voyage, on va trouver quelques objets connectés qui apportent, on va voir ce que donnent les montres. On s'est associé au moment du lancement de l'iWatch, on a fait un exercice autour de ça. On avait aussi expérimenté d'ailleurs avec les Google Glass, parce qu'on considère que c'est un terrain, les objets connectés, qui méritent un intérêt particulier, parce qu'ils sont typiquement des objets compagnons du voyageur, qu'ils lui apportent une information, que c'est un moyen rapide d'apporter de l'information au client. Je pense aussi que, en termes d'hyperlocalité, y compris dans l'hôtel, des technologies comme les beacons, ces sujets-là sont intéressantes et on expérimente un certain nombre de choses autour de ça. Mais je crois plus généralement que le mobile, il ne faut pas s'attacher uniquement à la technologie. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces technologies rendent des gestes ou des process ou des procédures plus légers. Et donc c'est vraiment comment elles s'effacent. Vraiment, j'aime beaucoup. Le cas de Welcome, pour moi, me plaît beaucoup pour cette raison-là. C'est le mobile rend possible que des choses pas drôles, comme remplir des papiers et des formulaires, s'éloignent un peu du parcours client pour refocaliser le parcours client sur l'échange et la relation interpersonnelle.